Ce soir, on a des personnes de toutes les MRC du bassin Laurent sont représentées. Et on a aussi des personnes d'ailleurs du Québec qui sont intéressées par ce qu'est la Fab Région. Et sûrement vous aussi, vous êtes intéressés pour en savoir davantage sur ce qu'est la Fab Région. Vous en avez entendu parler via les réseaux sociaux, via vos proches ou via d'autres plateformes. Eh bien, aujourd'hui, on va vous démystifier un petit peu tout ça, vous expliquer davantage ce qu'est la Fab Région Bassin-Laurent. Et il y a 3 objectifs pour cette soirée. Le premier objectif, donc, comme je vous l'ai dit, c'est que vous informer sur ce qu'est la Fab Région Bassin-Laurent. Et donc, pour ça, on a des personnes qui œuvrent au projet qui vont vous raconter où est-ce qu'on en est. Deuxième chose, vous avez peut-être des questions concernant ce projet. L'objectif, c'est qu'on va être là pour y répondre. Et l'autre chose, c'est que c'est un projet qui se veut collectif et donc on va poser au cours de cette soirée les bases de la future communauté Fab Région. Pour information, si vous voulez garder l'anonymat, vous pouvez fermer vos caméras, vous renommer. Je vous inviterai aussi à couper vos micros pendant cette intervention, 7h30, en sachant que dans le dernier tiers de la rencontre, vous aurez la possibilité de vous exprimer de vive voix. Donc, c'est à ce moment-là que je vous inviterai à ouvrir vos micros, en sachant qu'avec moi, j'ai des personnes qui animent, qui sont derrière leur clavier. J'ai nommé Véronique Dumouchel et Marie-Amélie Dubé, qui seront là pour répondre à vos questions si vous en avez au cours de route. N'hésitez pas à les inscrire dans le clavardage à la fois du Zoom, mais aussi, il y a des personnes qui nous regardent sur le Facebook. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le Facebook Live. Et je voulais rajouter aussi une dernière chose. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie. Et aussi, je voulais remercier toutes les personnes qui œuvrent au sein du projet Fab Région d'être présentes ce soir. Et donc, sans plus tarder, avant de parler de Fab Région, il faut un petit peu savoir ce qu'est la Fab City, puisque la Fab Région s'inscrit dans un mouvement qui est Fab City. Et pour ça, j'ai envie de donner la parole à Steve Joncou du Living Lab en innovation verte qui œuvre beaucoup au sein du projet Fab Région. Steve, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Fab City? Je peux, Martial, merci pour cette introduction. Je suis tellement excité d'être enfin à cette soirée qu'on planifie qu'on a envie de faire depuis tellement longtemps. Et que oui, c'est moi qui ai la lourde tâche de vous rendre tout ça limpide, simple et clair. Mais c'est ça, d'abord pour bien comprendre, Fab Région, ça vient d'un réseau international qui s'appelle Fab City, qui compte aujourd'hui 34 villes et 4 régions. Puis ce qui regroupe ces villes et ces régions, c'est en fait un engagement commun de produire localement au moins 50% des consommations d'ici 2054. Donc, c'est vraiment un réseau dans lequel les villes et les territoires s'engagent pour l'autonomie. Donc, ça, c'est le bout important à comprendre. On peut passer à la diapo suivante. Les principes clés de Fab City, quand on s'engage dans ce réseau, ce que porte ce réseau, c'est une transition vers des villes qui sont plus écologiques, qui sont plus inclusives et qui sont plus participatives. Puis, l'approche qui est utilisée, en fait, c'est de dire on pense l'autonomie à l'échelle des territoires, mais on pense quand même global, c'est-à-dire qu'on connecte les territoires avec tous les enjeux à l'échelle internationale. On a une approche qui se veut être expérimentale, c'est-à-dire on va essayer des choses, on va implanter des choses, on va expérimenter littéralement. Et une approche qui est open source, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une approche qui se veut collaborative. Quand on produit quelque chose dans une Fab City, on ne se l'approprie pas, au contraire, on cherche à le partager, à le diffuser pour que les autres puissent le réutiliser. Donc ça, c'est un peu les principes clés. Puis le focus, la focale particulière qui est mise dans ce réseau, c'est vraiment de se dire que l'objectif final, c'est de reconstruire des économies locales et circulaires qui vont nous aider à être plus autonomes sur nos territoires. Donc voilà pour dire rapidement qu'est-ce que c'est que Fab City dans les grandes lignes. Et donc, la Fab Région s'inscrit dans ce réseau. Et merci Steve. Et pour cette soirée, justement, on voulait faire valoir un petit peu ce réseau
Et on a quelqu'un avec nous qui est en direct de la France, qui fait partie de Fat City Rennes, donc qui fait partie de ce réseau. J'ai nommé Romain Chef d'Or. Romain, donc il est 1 heure du matin chez toi, hein, un petit peu passé. Comment est-ce que tu vas? Très bien, merci. Merci et bravo pour cette soirée avec beaucoup de monde. Avec toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Fat City Rennes? Depuis combien de temps est-ce que vous faites partie du réseau? Parle-nous. Complètement. Alors, moi, je travaille ici à Rennes et plus particulièrement à Rennes Métropole. C'est une métropole qui réunit 42 communes avec une ville-centre Rennes avec 200 000 habitants. Sinon, le reste de la métropole, c'est 450 000 habitants. Et on s'est engagé dans le réseau Fab City depuis 2 ans maintenant. Alors, nous, on l'a construit depuis quelques années, ce réseau-là, notamment autour des Fab Labs, des lieux de fabrication numérique. Aujourd'hui, Rennes Métropole coordonne 15 lieux de fabrication numérique sur la métropole. Et donc, on s'est engagé assez naturellement vers la Fab City, parce qu'on considère justement ces lieux de fabrication numérique là comme assez ouverts et assez larges. Ça va du Fab Lab un peu traditionnel jusqu'au tiers-lieu pour les artisans. Donc, c'était assez naturel de rentrer dans le réseau des Fab City. Et on s'est engagé sur 3 sujets. Un sujet autour de la pédagogie, un autre autour de la fabrication distribuée et un dernier sur la gouvernance, puisque Rennes Métropole coordonne un ensemble de lieux qui sont souverains eux aussi. Et donc, on est tous dans le même bateau avec des associations, des entreprises, des collectifs aussi. Donc voilà. Et toi, le fait de faire partie du réseau Fat City, qu'est-ce que enfin, ça fait 2 ans que Fat City, enfin Rennes fait partie de ce réseau Fat City. Qu'est-ce que ça vous a apporté après 2 ans? Alors, il y a 2 choses. Ça nous a apporté localement. Déjà, ça a légitimé les mouvements makers, ceux qui faisaient sur le territoire, et justement toutes ces économies de l'ESS, en fait, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui font, ça les a légitimés localement. Et au niveau plus global, ça nous a permis aussi de nous connecter avec des territoires avec lesquels on a à peu près les mêmes problématiques. Je pense à Sao Paulo, par exemple, sur l'inclusion et sur la fabrication distribuée au travers d'un réseau de Fab Lab. Ils ont à peu près la même configuration que nous, ou d'autres territoires avec qui on a l'habitude de collaborer, mais sur des projets plutôt concrets pour le coup. Et que nous, en tout cas, ça nous fait plaisir de faire partie de ce réseau qui est davantage anglo-saxon, Fab City, comme son nom l'indique. Et que c'est aussi une force de nous lier et de faire émerger ce réseau francophone. D'ailleurs, c'est un de tes souhaits aussi par rapport Complètement. à ça. Complètement. C'est un souhait partagé par d'autres populations aussi, d'autres acteurs de la Fab City, d'orienter justement les Fab City vers les langues, parce que on parle de participation citoyenne dans la Fab City. C'est un mouvement anglo-saxon, tu l'as dit, Martial, mais justement, on a du mal à impliquer les citoyens si le mouvement est uniquement anglo-saxon. Donc, il y a aussi un travail à faire sur les langues et sur la participation citoyenne via les langues. Il y a un réseau important autour de la lusophonie, par exemple, entre le Brésil, le Portugal. Il y a quand même pas mal de Fab City au Brésil, dans les pays lusophones, dans les pays hispanophones aussi. Il y a pas mal de Fab City. Donc, il y a quand même un travail, il y a un travail intéressant sur les langues, effectivement. Ok. Et puis nous, donc Fabrigeon Bassin-Laurent, ça va faire 1 an. On va vous en dire plus juste après. Mais déjà, est-ce que tu as des conseils éventuellement à donner, à nous donner? Alors, faisons. En fait, l'idée, c'est de faire, voilà, de faire, de partager, de le documenter, d'apprendre chacun les uns des autres. Surtout de le documenter sur le format justement ouvert dont parlait Steve tout à l'heure. On peut s'appuyer sur les expériences de chacun pour reproduire localement des bonnes expériences ou les manipuler, les retransformer pour qu'elles soient applicables sur notre territoire. Et puis partageons, du coup, faisons ensemble, coopérons. Hmm. Merci beaucoup, Romain. Merci pour ton intervention. Ça nous fait plaisir d'être connecté à la France. Tu vas rester pour nous écouter Ouais, si tu es courageux, parce complètement. que C'est 1 heure du très matin, prévu. ça peut être difficile. Mais merci beaucoup, Romain, Merci à vous. pour avoir pris la parole. Et donc, c'est peut-être encore un petit peu nébuleux pour vous, ce qu'est Fab City. Grosso modo, comment le Bas-Saint-Laurent peut s'inscrire dans ce réseau? Et donc, on va justement vous parler
comment est-ce qu'on passe de Fab City à Fab Région et qu'est-ce que c'est, quels sont les fondements de ce projet Fab Région. Donc là, je rends la parole à Steph Joncoux qui va vraiment vous en parler de manière très simple. Vas-y, Steph. Merci Martial. Je sens que la connexion avec Romain a rallumé ta fibre française. Puis je dois avouer que moi aussi, ça me donne envie d'aller travailler le côté francophone du réseau, définitivement. Ouais, c'est ça. Nous, on est une Fab Région au Bas-Saint-Laurent. On a décidé de faire ça à l'échelle de la région. À Rennes, ils font ça à l'échelle de la ville. Puis le modèle a beaucoup été pensé à partir de la ville. Nous, on a voulu mettre ça à l'échelle de la région pour plusieurs raisons. On reprend d'abord le même objectif d'atteindre 50% de ce qu'on consomme au BSL, qui soit produit au BSL d'ici 2054. Mais on vise 3 secteurs spécifiques qui sont l'agriculture, l'énergie et le secteur manufacturier, parce que c'est des secteurs clés qui répondent à des besoins essentiels. Et surtout, on a cet enjeu, le fait de le penser à l'échelle régionale, d'articuler des milieux urbains et ruraux. Donc, c'est un enjeu parce que quand on le pense juste à l'échelle de la ville, il y a comme une unité qui est plus évidente. L'avantage, là, c'est qu'on est capable de penser tout de suite des milieux dans lesquels on a des ressources primaires, par exemple, ce qu'on n'a pas en ville. C'est que là, on est tout de suite capable de le penser à l'échelle globale de l'intégralité de notre territoire. C'était ça un peu notre volonté d'aller penser la Fab Région à une échelle un peu plus grande que celle de Fab City. On voulait revenir, vous réexpliquer un petit peu la démarche pour voir d'où c'est arrivé cette idée, d'où est-ce que ça sort. Puis si on remonte un peu loin dans le temps, on remonte jusqu'au printemps de 2016, dans lequel on a le premier Fab Lab qui a été implanté dans la région au cégep de Rivière-du-Loup, qui est le Fabule. On fait un petit coucou à Jérôme puis à Rachel au passage. Et donc, cette idée-là des Fab Labs et de Fab City qui en a découlé, elle traîne depuis longtemps dans la tête des gens au LIO. Puis moi, personnellement, puis avec Yann notamment, puis des collègues de l'Université du Québec à Rimouski, en juin 2019, on a fait des ateliers autour de la transition socio-écologique dans lesquels il y avait des élus, dans lesquels il y avait des citoyens, puis on a parlé de transition et on s'est dit qu'il faudrait faire un projet collectif dans lequel tout le monde se retrouve, puis dans lequel tout le monde puisse travailler ensemble. Donc, on s'est posé cette question de comment pourrions-nous favoriser la transition socio-écologique régionale. Et quand on a croisé les aspirations du LIO, puis ces questions-là, on est arrivé à cette espèce d'évidence de se dire il faut qu'on se fasse une Fab Région pour se donner un cadre, pour réunir tout ce qui se passe déjà dans notre Bas-Saint-Laurent qui est super riche, pour mettre tout le monde dans un même cadre, dans une même orientation. Donc, on a commencé à rédiger des petits projets, à aller parler de cette idée-là à différents partenaires, puis l'idée a assez bien prise pour qu'on rédige un projet de recherche et qu'on ait notre premier financement en avril 2020. Donc, juste au tout début de la pandémie. On a écrit le projet avant la pandémie, puis on a eu le financement au lancement. Malgré le début avec la pandémie, on s'est quand même mis en mouvement assez rapidement pour arriver à notre premier comité de pilotage en juin de l'année passée. Et on a été assez efficace pour arriver à faire l'engagement Fab City au mois d'octobre 2020. Il y a eu un flou pour savoir si la phase d'engagement allait se tenir. Puis, vu que le sommet qui réunit l'ensemble des Fab City a eu lieu en octobre, on s'est préparé et on a réussi à devenir la première Fab Région au Canada. Et donc, on est rendu à un peu moins d'un an plus tard, aujourd'hui, à la rencontre régionale dans laquelle vous êtes. Donc oui, en sachant que donc, Fab Région, c'est comme c'est indiqué sur la diapo, c'est un petit peu 2 en 1. Il y a à la fois le projet de recherche et des projets, un projet de territoire. C'est ça. Donc, les deux fonctionnent vraiment ensemble, mais l'idée, c'est de se dire qu'on a d'abord monté un projet de recherche pour 3 ans, donc il va nous amener en 2023, qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Ce projet de recherche appliqué, il a 3 enjeux fondamentaux. Le premier, c'est de comprendre c'est quoi l'autonomie à l'échelle régionale. Et l'outil principal qu'on utilise pour faire ça, c'est de réaliser des autoportraits de notre territoire, c'est-à-dire, on va en reparler un peu plus, mais en gros, comprendre où est-ce qu'on en est de notre autonomie dans le territoire. Le deuxième enjeu du projet de recherche, c'est de penser et d'initier une gouvernance inclusive. On veut que ce projet d'autonomie soit partagé par tous et que tout le monde puisse y participer. Donc, il faut qu'on arrive à mettre en place une structure régionale qui fait que tout le monde va pouvoir participer à ce projet. Et le troisième objectif, c'est de valoriser les projets existants. On sait qu'il se passe déjà plein de choses au Bas-Saint-Laurent. Puis il faut le dire, il faut s'en parler, puis il faut l'échanger. Et
au-delà de ça, susciter la création de projets nouveaux. Donc ça, c'est la partie du projet de recherche, disons. Et le but de ce projet de recherche, c'est d'initier plus largement un projet de territoire qui va nous amener jusqu'en 2054 avec notre objectif d'au moins 50% d'autonomie. Et le projet de territoire, c'est qui? C'est vous, c'est tous les projets qui existent à l'heure actuelle, c'est tous les acteurs et les actrices qui sont mobilisés, c'est toutes les initiatives à venir qu'on veut regrouper, c'est ça, dans un même cadre. Et donc, les deux vont s'alimenter et le projet de recherche est là, en fait, pour créer une vision collective qui va être basée sur les données qu'on produit dans le cadre du projet de recherche, mais aussi ce que vous allez nous raconter, vos demandes, vos besoins. Puis, on va favoriser le réseautage et la coordination pour que tout ce qui existe déjà se structure pour un projet de territoire collectif. Pour vous expliquer très schématiquement comment est-ce qu'on imagine que ça peut fonctionner, on l'a dit, l'autoportrait, le portrait de l'autonomie régionale, c'est comme un peu une pièce centrale parce qu'il faut savoir où est-ce qu'on en est pour être capable de définir des cibles réalistes. Selon les secteurs, on va partir de plus ou moins loin en termes d'autonomie, donc on va pouvoir aller plus ou moins loin à notre échéance de 2054. Donc, une fois qu'on a le portrait et qu'on a défini des cibles, on va aller voir les actions qui existent déjà sur le territoire, puis comment est-ce que ces actions-là, elles peuvent aller plus loin, comment est-ce qu'elles peuvent se développer. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le réseau FabCity un peu partout, qu'on pourrait ramener éventuellement et l'adapter sur nos territoires. Et on peut aller voir, on va aller chercher à développer les nouveaux projets de sorte de pouvoir atteindre nos cibles. Tout ça, on va essayer de voir c'est quoi les bons coups qui ont déjà été testés localement, dont on a montré que ça marche, et on va essayer de les reproduire à l'échelle de toutes les municipalités du Bas-Saint-Laurent. Puis, une fois qu'on aura fait 1 an ou 2 ans, ça va nous ramener à refaire notre portrait, voir dans quelle mesure on a progressé, redéfinir nos cibles et avancer comme ça de manière cyclique jusqu'en 2054. C'est vraiment un projet collectif avec beaucoup de personnes qui œuvrent au sein de ce projet Fab Région. Donc, par rapport à ça, je vois qu'il y a des choses qui apparaissent dans le clavardage. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit sur les fondements du projet, n'hésitez pas à l'inscrire dans le clavardage, que ce soit du Zoom ou du Facebook Live. Et puis, il y a des personnes, je ne sais pas, il y a plus d'une quinzaine, peut-être plus de personnes qui œuvrent au sein du projet qui pourront répondre aussi à vos questions. Ce sera vraiment des réponses collégiales qui vont vous être faites. Et donc, il y a 1 an qui s'est déjà écoulé par rapport à ce projet de Fab Région et vous avez déjà des résultats, n'est-ce pas? Oui, il y a déjà des choses qu'on peut vous présenter comme des résultats. Vous voyez qu'on a mis des guillemets parce que c'est un travail en cours, évidemment. Ce n'est pas des choses abouties. Donc, on veut vraiment que vous preniez ça comme des propositions de réflexion qui vont être amenées à bonifier. Puis, on a vraiment hâte d'avoir vos retours par rapport à ça, justement, pour pouvoir travailler ensemble. Le premier résultat quand même qu'il faut ramener, puis il faut se féliciter de ça, c'est que depuis octobre 2020, le Bas-Saint-Laurent, c'est le premier territoire canadien à intégrer le réseau FabCity. Et ça, déjà, c'est quand même pas rien, donc il faut se le rappeler. Et chose intéressante, c'est que le prochain sommet FabCity, c'est-à-dire le moment où toutes les FabCity du monde se rejoignent, ça aura lieu à Montréal à l'été 2021. Donc ça va être une belle occasion pour valoriser tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe, qui va déjà dans le sens de l'autonomie. Donc, il y a de fortes chances qu'on vous ressollicite, qu'on vous tente des perches pour tous ceux qui ont envie de venir parler lors de ce sommet de ce qu'ils font déjà. Parce que ce serait très pertinent d'avoir une cohorte Bas-Saint-Laurent spécialement pour cet événement Fab City Montréal. Je lance ça comme ça dans les airs. Par exemple, oui. Puis, donc, l'engagement Fab City et le comité de pilotage. C'est ça, le deuxième point sur lequel on a travaillé, c'est l'aspect de la gouvernance. Et puis, on a commencé évidemment par se donner un comité de pilotage dans le projet de recherche qui veut refléter ce qu'on disait de faire une gouvernance inclusive dans laquelle tout le monde a la parole. Et donc, ce comité de pilotage, on l'a composé en allant chercher des élus, des citoyens et des citoyennes pour leur donner la parole directement, des organismes de la recherche et du développement, puis des experts, on met des guillemets, c'est des vrais experts, mais ils n'aiment pas le terme, donc on leur met des guillemets, mais des gens qui sont vraiment des spécialistes dans tous les domaines qu'on vise, donc le manufacturier, l'agriculture, l'énergie et la gouvernance. Puis ce comité de pilotage-là, il est coordonné par les acteurs de la recherche appliquée, donc moi et mes collègues du LIO notamment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce comité de pilotage, il est formé autour du projet de recherche. Donc, le but premier, c'est de réaliser le projet de recherche avec nous. C'est le LIO qui a initié le projet, mais ce n'est pas nous qui le portons tout seul, loin de là.
Donc, c'est vraiment collectivement qu'on le réalise. Deuxième objectif du comité de pilotage, c'est de construire une vision collective de l'autonomie. Donc, de travailler ensemble pour essayer de définir c'est quoi l'autonomie, vers quoi on peut s'orienter. Puis là encore, ce n'est pas le comité de pilotage tout seul. Le comité de pilotage, il est là aussi pour entendre tout ce que vous avez à raconter, puis pour en faire la synthèse pour se donner ce projet collectif. Puis le troisième point, c'est orienter, influencer et initier justement à partir du projet de recherche vers un projet de territoire plus large. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que on est dans un projet de recherche appliquée. Le but, ce n'est pas que le comité de pilotage soit le porteur de projets concrets de terrain. Et le but, c'est surtout pas que le comité de pilotage prenne la place des acteurs et des actrices qui sont existantes sur le territoire, qui font déjà des choses. On est là pour créer un cadre commun, mais pas pour faire à la place de ceux qui sont déjà des spécialistes dans leur secteur. Et donc, si je reprends un petit peu le fil conducteur, pourquoi Fabrégion? C'est pour atteindre minimalement 50% d'autonomie alimentaire, énergétique et en produits manufacturiers d'ici 2054, donc minimalement 50%. Et il y a une question qu'on vous a posée lorsque vous vous êtes inscrit à cet événement, c'est quoi pour vous l'autonomie régionale en 2 ou 3 mots? Et donc, on voulait vous partager un petit peu un nuage de mots. Donc, on a fait une synthèse hier avec les personnes qui s'étaient inscrites jusqu'à hier. On a fait une synthèse des mots que vous nous avez transmis. Et là, on peut se dire que, wow, c'est assez diversifié, même très diversifié. On a quand même des mots qui ressortent comme local qui a été nommé plusieurs fois. On est beaucoup aussi en phase avec l'alimentation. Quand on parle de 50% d'autonomie, il y a des questions aussi de nouvelle économie peut-être à penser. Production, autosuffisance, beaucoup aussi de collectif, communauté, solidarité. Donc, c'est vraiment un projet commun. Je vous laisse quelques minutes pour observer ce nuage de mots. Et finalement, c'est des questions, c'est quoi l'autonomie qu'on se pose tous, et notamment au niveau du comité de pilotage. Et Steve, à date, après 1 an de projet Fabrégion, où est-ce que vous en êtes avec qu'est-ce que vous mettez derrière le mot autonomie régionale? Grande question. Moi, c'est la question qui fait vibrer mon âme de chercheur définitivement, parce qu'on on est vraiment dans toute la complexité du projet. Et effectivement, le nuage de mots reflète bien la complexité de cette notion d'autonomie et de voir qu'on met plein de choses derrière. Là où on est arrivé, pour l'instant, dans les différentes discussions qu'on a eues, la première tentative de synthèse, mettons, c'est de dire que l'autonomie, il y aurait 5 grandes dimensions. Si on part du haut de la bulle, déjà, la première idée, c'est de se dire que l'autonomie, ce n'est pas un repli sur soi individuel. L'autonomie, ça ne se joue pas à l'échelle individuelle, ça se joue à l'échelle collective et il faut que ce soit accessible pour tout le monde. Je pense que ça, c'est un point qui est important à rappeler. Donc, il y a une dimension d'inclusion dans l'autonomie et non pas de repli sur soi. L'autonomie, ça passe nécessairement par une question de pouvoir territorial, dans le sens où mettre en œuvre l'autonomie dans son territoire, ça veut dire se donner les capacités d'agir sur le territoire, donc se donner un certain pouvoir d'action. Troisième dimension, c'est le pouvoir, mais à l'échelle plus individuelle, c'est-à-dire comment on fait en sorte que chacun, par l'éducation et l'encapacitation, ait la capacité à participer à ce projet-là et la capacité à rentrer dans ce grand projet collectif. Puis, évidemment, l'autonomie, on veut qu'elle soit durable. Avoir une autonomie qui serait éphémère parce qu'elle est destructrice de notre environnement, ça n'aurait pas de sens. Donc, elle se base sur l'idée d'avoir des produits sains et durables pour tous et toutes. Et la dernière dimension, c'est la question économique. Fondamentalement, être autonome, ça veut dire avoir un système productif sobre et sur lequel on a du contrôle, de la maîtrise. Puis à travers FabCity, je pense que c'est vraiment ça, notre cible au final, de se dire qu'on veut travailler sur notre système productif. Donc, parmi toutes ces dimensions de l'autonomie, on va se concentrer sur l'autonomie productive, donc le système productif autonome, mais ce n'est pas pour autant qu'on met de côté toutes les autres dimensions. Toutes les autres dimensions, ça devient les conditions de réussite pour que ce système productif autonome, il soit réellement durable et accessible à tous. Donc, ça, c'est un peu les grandes dimensions de l'autonomie. En sachant que sur la slide juste après, il y a différents aussi niveaux, différentes visions de l'autonomie productive. Oui, c'est ça. Donc là, on vous a présenté l'autonomie générale. On vous a dit on fait un focus sur l'autonomie productive spécifiquement. Puis là encore, quand on ouvre cette boîte-là, il y a encore plein de surprises dedans et encore plein de visions différentes qu'on a essayé de synthétiser au mieux pour l'instant.
Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. En gros, en bas, sur le schéma, vous avez un système ouvert vers un système de production complètement fermé. Puis quand vous allez de bas en haut, on représente le niveau de contrôle qu'on a sur la production, d'un niveau de contrôle nul à un niveau de contrôle qui est total. Là-dessus, on peut placer 4 déclinaisons, si on veut, de ce que c'est l'autonomie productive. Tout en bas, on a la mondialisation, le système dans lequel on est aujourd'hui, qui est un système qui est complètement ouvert à l'échelle internationale, mais dans lequel on a un très faible contrôle sur ce qu'on produit parce qu'on est dépendant de plein de chaînes de distribution, de la bourse, de tout un tas d'affaires. Et donc, on est dans un système qui va chercher de la croissance, dont l'objectif, c'est d'être dans la croissance. Si on remonte un petit peu, on a l'autosuffisance, qui est un système qui va plus viser un équilibre. On ne va pas forcément chercher de la croissance et du développement à tout prix, on va chercher un équilibre entre, en gros, ce qu'on produit puis ce qu'on importe. Pour le dire de manière simple, c'est à peu près ça. Si on remonte un peu plus, on arrive vers l'autosubsistance, qui est un système qui est un peu plus fermé, dans lequel on essaie de produire un maximum de ce qu'on est capable de produire localement, mais on ne s'empêche pas de continuer à importer des choses qui répondent à des besoins essentiels qu'on ne serait pas capable de combler chez nous à cause des saisons ou à cause de tout un tas d'éléments. Puis, tout en haut à droite, on est dans l'autarcie, c'est-à-dire un système de production qui est complètement fermé sur lui-même, dans lequel on a un très fort contrôle de ce qu'on produit, mais dans lequel on importe et on n'exporte plus rien du tout. Donc là, ça veut dire des choix de consommation tout à fait différents. Donc, c'est comme une manière d'essayer de représenter différentes visions qu'on peut avoir de l'autonomie productive. Et donc là, c'est de savoir où est-ce que le comité, donc même toutes les personnes qui œuvrent au sein de Fab Région se situent par rapport à ces gradients d'autonomie, voir vers quoi est-ce qu'on tend, c'est ça? C'est ça, le but, c'est pas que ce soit nous, le comité de pilotage, qui décidons ce qu'on veut, c'est faire ça ou être là. Le but, c'est que on arrive justement à clarifier un petit peu les différents enjeux et que ce soit collectivement qu'on se positionne pour se dire où est-ce qu'on veut orienter notre projet de territoire, jusqu'où on veut aller et qu'est-ce qui est le plus sensé pour nous, collectivement. Et par rapport à ça, justement, ce soir, vous êtes 94 personnes sur le Zoom, puis il y en a sûrement autant sur le Facebook Live. Et donc, on avait quand même envie de tâter le terrain au niveau de l'équipe organisatrice de cet événement pour savoir par rapport à ce spectre, ces gradients de vision de l'autonomie productive, éventuellement, où est-ce que vous vous situez individuellement. Et donc, la question qu'on vous pose, c'est selon vous, donc c'est un petit Fab Quiz, on a appelé ça, il y en aura quelques-uns au cours de cette rencontre. Donc, le Fab Quiz, la question qu'on vous pose, sur le Zoom et sur le Facebook, c'est selon vous, à quel niveau du gradient de l'autonomie productive devrions-nous positionner le Bas-Saint-Laurent? Donc, vous avez 5 réponses. Réponse 1, l'autarcie, qui est en haut à droite du graphique. Ensuite, on descend un petit peu à l'autosubsistance. Réponse 2. Réponse 3, l'autosuffisance. Et réponse 4, mondialisation. Réponse 5, vous n'avez pas d'avis par rapport à ça. On va vous laisser 30 secondes, 1 minute pour vous positionner. Nous, ça nous permet d'avoir un aperçu très rapide. Où est-ce que se situe le Bas-Saint-Laurent, en tout cas? 30 secondes. Il n'y a pas de fausse réponse, sachez-le. Les personnes sur Facebook, n'hésitez pas aussi à répondre en commentaire, ça nous intéresse. On vous le dit tout de suite, on ne va pas décider ce soir de qu'est-ce que va être l'orientation définitive parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de gradients que ça. J'ai vu un commentaire de Marc notamment que je partage de dire ça, c'est évidemment une vision très, très simplifiée de ce que c'est. Puis la réalité est beaucoup plus complexe, mais on a vraiment envie quand même de voir c'est quoi la tendance générale. Ça va nous inspirer pour la suite. Ce n'est pas le Fab Quiz qui va déterminer toute la suite du projet, rassurez-vous. Et donc, Véronique qui gère le sondage, où est-ce qu'on en est? Je viens de partager le sondage. Selon les résultats qu'on avait obtenus, on a une majorité qui s'installait plus au niveau de l'autosuffisance. Okay. C'est assez marqué. Donc, après l'autosubsistance, l'autarcie, normalement, tout le monde devrait le voir sur son écran. Je ne sais pas si vous le voyez tous. Super. Je vois les têtes. Je vous arrête ce résultat.
Merci Véronique. Donc, on a un premier aperçu. Ça nous permet de voir par rapport à la suite des choses comment va évoluer éventuellement ce premier aperçu. Et donc, pour rentrer encore plus dans le sujet de l'autonomie régionale, sachez que donc il y a 3 piliers par rapport à cette autonomie régionale. En tout cas, c'est la Fab-Région Bas-Saint-Laurent a pris ces 3 piliers. Et donc, ces 3 piliers sont l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique et l'autonomie en produits manufacturiers. Et pour ça, on va vous en parler un petit peu, notamment avec des membres du comité de pilotage Fab-Région. Et donc, je vais donner la parole j'ai ma petite fiche, à Mylène Blanchette, qui est donc membre du comité de pilotage Fab-Région et qui est aussi directrice de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Donc, Mylène, tu es avec nous. Je ne te vois pas. Est-ce que je t'entends? Oui, je suis là, Martial. Merci. Oui. Tu viens de m'apprendre que j'ai une promotion au sein de mon organisation. Oh, que mince, je suis passée d'agente de concertation à directrice. Merci. C'est enregistré, c'est sur Facebook en ce moment live. Fait que merci beaucoup. C'était gratuit. Donc, Mylène, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'autonomie alimentaire actuellement? Comment ça se passe au niveau du Bas-Saint-Laurent? C'est quoi l'état des lieux, les enjeux? Bref, j'ai envie de t'écouter. Bon, je vais quand même aller, je vais être succincte, je ferai pas un topo des enjeux du Bas-Saint-Laurent, là, mais par contre, il est clair qu'en ce moment, il y a une multitude d'initiatives qui se met en place. Je crois que la pandémie actuelle a provoqué une prise de conscience sur l'importance de la chaîne d'approvisionnement des produits bioalimentaires, que ce soit dans la région, à l'échelle du Québec, mais c'est clair qu'il y a eu une grosse prise de conscience. Plusieurs initiatives se mettent en place en ce moment, que ce soit individuellement ou collectivement, que ce soit citoyenne, organisationnelle, à l'échelle de la municipalité, de la région, de la MRC. Je pourrais dire que le Bas-Saint-Laurent est en pleine ébullition. Je vais vous présenter ou je vais mettre l'accent sur 3 initiatives ou outils bas-laurentiens qui ont tous la même vision, c'est d'augmenter notre degré d'autonomie alimentaire au Bas-Saint-Laurent. Je peux bien sûr ne pas passer à côté du lancement du plan régional de développement bioalimentaire 2020-2025 qui compose qui intègre 6 enjeux en lien pour atteindre notre autonomie alimentaire, puis 10 chantiers collectifs. Dans les 10 chantiers collectifs, un des chantiers hyper importants, c'est la mise en place un écosystème de collaboration bioalimentaire qui va nous permettre de construire les passerelles, puis de faciliter l'arrimage, la cohésion et la cohérence entre les actions. Il y a bien entendu également le projet de relance économique qui a été déposé en décembre dernier par le collectif régional de développement Bas-Saint-Laurent qui intègre 9 stratégies pour augmenter notre degré d'autonomie alimentaire bas-laurentien. Il y a également la Fab-Région, le pourquoi qu'on est réunis aujourd'hui. Il y a également le plan d'action de la table intersectorielle régionale en saine habitude de vie, notamment le chantier transport et les petits ambassadeurs, et le plan d'action de l'Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent. Toutes ces initiatives-là sont en cours d'arrimage pour faciliter notre cohésion puis augmenter notre degré d'autonomie. Ce que j'ai envie d'insister, c'est pour que nourrir le Bas-Saint-Laurent, on doit connaître le Bas-Saint-Laurent. C'est important. La Fab-Région va nous permettre de faire notre premier portrait d'autonomie alimentaire, puis également de mettre en place un répertoire des initiatives. Le répertoire des initiatives va être ventilé par MRC, puis va être également arrimé au chantier du PRDB pour faciliter la cohésion entre tous les projets. Je nous invite également collectivement à mieux comprendre les composantes de notre système alimentaire afin d'identifier nos sources de pouvoir. Il y a certaines composantes qu'on a très peu de pouvoir, mais il y en a d'autres qu'on a plus. Et ensuite, je pourrais dire que
nos enjeux actuels, je crois, c'est la cohérence entre nos actions, la cohérence entre nos organisations, l'arrimage des projets. Puis pour y arriver, ben, c'est la circulation d'informations, c'est la création d'espaces de dialogue entre toutes les personnes, la population et les organisations du Bas-Saint-Laurent, justement, pour atteindre l'autonomie alimentaire. Donc, voilà mon pitch, le Martial, en lien avec l'autonomie alimentaire. Merci Mylène. Très, très enthousiasmant ce pitch. Donc, vous comprenez qu'on a vraiment l'objectif. Fabrégion permet justement ce maillage et va renforcer ce maillage de plus en plus entre les différents acteurs pour œuvrer à l'autonomie alimentaire, en sachant qu'il y a déjà des choses qui sont faites concrètes. Donc, allons dans ce sens et continuons à avancer dans cette direction. Et par rapport à ça, donc forcément, on parle de chiffres, de données. Où est-ce qu'on en est, grosso modo, au niveau de notre autonomie alimentaire notamment? Et donc pour ça, il y a plein de personnes au niveau du comité, du projet de recherche qui compilent des données, qui commencent de plus en plus à compiler des données. Et on avait envie de vous partager un premier résultat qui a été obtenu. Et donc pour ça, Fab Quiz, c'est parti. Donc on a une question à vous poser. C'est, selon vous, quel est le taux d'autonomie en fruits et légumes au niveau de la région du Bas-Saint-Laurent? Est-ce qu'on est à réponse 1 à 2% d'autonomie? Réponse 2, 12%. Réponse 3, 22%. Réponse 4, 42%. Réponse 5, 62%. J'ai vraiment l'impression d'être un animateur de télévision là. Fait que vous pouvez répondre directement sur le Zoom ou tout simplement dans le Facebook Live. Donc, on se donne un petit 30 secondes, 1 minute. Où est-ce qu'on en est d'après vous? Les réponses continuent d'entrer. On va attendre encore un petit peu. J'aimerais bien être derrière ton écran, Véronique, pour voir. Tellement plaisant. Donc, je laisse une petite seconde encore pour les derniers retardataires s'ils souhaitent voter et j'arrête ça maintenant. Et voilà. Alors, c'est quoi le résultat? Eh bien, Partage-le-moi, je ne le vois pas. Tu le vois pas? Partage-le-moi à l'oral, vas-y. Ah oui. Eh bien, les gens ont raison, en fait, c'est 12%. Donc, la majorité, il y a 50% de répondants qui ont eu raison. En sachant que ce chiffre, donc, il a été compilé notamment par Steve. Steve, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce chiffre? Oui, ben, je suis content que les gens l'aient trouvé. Si les gens connaissent les autres chiffres, on est preneur, donnez-nous parce que c'est pas si facile que ça à produire comme chiffre. Mais c'est ça, c'est un des premiers résultats qu'on a. Alors après, c'est à prendre avec des pincettes quand même parce que c'est vraiment très complexe de calculer des données comme ça. Mais en gros, ce 12%, il représente notre autonomie théorique en fait. C'est-à-dire, on produit au Bas-Saint-Laurent de quoi fournir 12% de la consommation en fruits et légumes. Ça ne veut pas dire que ces 12%, on les consomme parce qu'il y en a une partie qui est exportée à l'extérieur de la région. Mais si demain on était mal pris, on aurait l'équivalent de 12% de notre consommation en légumes qui est produit localement. En sachant que ce chiffre ne prend pas en compte aussi toutes les initiatives personnelles, que ce soit les jardins que chacun peut avoir ou les vergers ou toutes ces choses-là. Oui, c'est basé sur les données de production du MAPAC, en fait. Donc, c'est les entreprises enregistrées qu'on a là. Ouais. OK. Fait que bravo à tout le monde pour avoir répondu en majorité à 12%, la bonne réponse. Et donc, on a parlé d'autonomie alimentaire. Et maintenant, j'ai envie de donner la parole à Patrick Morin, membre aussi du comité de pilotage, qui est, si je ne me trompe pas, directeur adjoint au Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est bon. Et par rapport à l'autonomie énergétique, oui. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Écoutez, je vais commencer. En fait, on commence à avoir, on le disait, là, un portrait au niveau de l'alimentaire. Au niveau énergétique, ça fait quand même longtemps qu'on travaille là-dessus et je vais pouvoir vous donner un portrait un petit peu plus précis d'où on en est au Bas-Saint-Laurent. Il faut savoir qu'au Québec, en général, la moitié de notre énergie est non renouvelable, puis l'autre moitié de l'énergie qu'on consomme, elle est, la moitié est renouvelable, la moitié est non renouvelable. Et ce qu'on produit ici au Québec, c'est du renouvelable. Donc, la partie qui est non renouvelable, c'est aussi la partie qu'on importe. Okay?
Puis ensuite, au Bas-Saint-Laurent, on a fait l'exercice depuis à peu près une dizaine d'années. On travaille sur une démarche qui s'appelle « Par notre propre énergie ». Propre au sens de propre, dans le sens de non polluant, et propre parce que c'est à nous. Donc, c'était visionnaire. Ça fait longtemps que ce nom-là a été trouvé, mais ça correspond bien à ce qu'on cherche à faire avec Fabre-Région. Donc, l'idée était de voir un peu où est-ce qu'on en est. Et on a fait un diagnostic énergétique régional en 2013. Vous pouvez aller sur notre site, le crebsl.com. Vous cherchez par notre propre énergie, vous allez trouver. Donc, notre diagnostic énergétique régional, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'au Bas-Saint-Laurent, on consomme grosso modo, à chaque année, 500 millions de litres de pétrole annuellement, sous toutes ses formes, pétrole sous toutes ses formes. Et dans le fond, si on le décortique, ce 500 millions de litres-là, ben, il y en a 85 % qui est utilisé pour le transport. Puis là, vous allez dire, c'est surtout sûrement le transport, si on enlève aérien, maritime et ferroviaire, en fait, le transport routier, c'est 75 % du 500 millions de litres. Et là, à ce moment-là, vous me dites, c'est sûrement les camions qui consomment beaucoup. Eh bien non. La majorité du pétrole qu'on consomme au Bas-Saint-Laurent, c'est 56 % des 500 millions de litres. C'est dans nos voitures. C'est du transport de personnes. Okay? Donc, on est dépendant du pétrole. Okay? C'est une source d'énergie non renouvelable et on en est dépendant. Et ce à quoi il faut s'attaquer en tout premier lieu, c'est nos déplacements individuels en voiture. Puis, cette dépendance-là au pétrole du Bas-Saint-Laurent nous engendre beaucoup de problèmes. C'est pour ça que notre balance commerciale est négative depuis 2015. Les ménages mettent beaucoup d'argent là-dedans. C'est un cercle vicieux. On s'achète une voiture parce que la voiture est notre deuxième plus grand produit d'importation après le pétrole. Donc, voiture, pétrole, ça change notre aménagement du territoire. Et puis, si dans notre société de consommation, puis on le voit bien, quand on voit avec tous les achats qui se font un peu partout avec Amazon ou autres, il y a beaucoup de marchandises qui se promènent et tout ce cycle-là amène beaucoup de pétrole à être brûlé. Donc, on est dépendant de ce système-là. On a vu aussi avec la pandémie qu'on était particulièrement vulnérable à ça. Et vous savez bien, bon, j'apprendrai probablement rien à personne ici ce soir en disant que le fait de brûler du pétrole, ça engendre les changements climatiques. Au Conseil de l'environnement, ça fait 10 ans, je vous disais qu'on travaille là-dessus, dans la démarche par notre propre énergie, puis on s'est fait un plan d'action qui a été fait, le plan d'action par notre propre énergie 2013-2020. Donc, c'est un plan qui comporte un axe transport de personnes, un autre axe transport de marchandises, aménagement du territoire et chauffage. Et là-dedans, on met plein d'actions qu'on devrait faire. Donc, on a déjà une idée du plan de match, de ce qu'on devrait faire pour réduire notre dépendance au pétrole. Beaucoup sur la mobilité durable, transport collectif, autopartage, covoiturage, transport actif. Plus d'intermodalité dans le transport de marchandises, donc plus de marchandises qui vont sur des trains et sur des bateaux plutôt que sur les routes. Aménager notre territoire, nos villes pour qu'on soit moins dépendant à l'auto-solo. Tout ça, c'est des solutions qu'on a. Et puis, il va falloir arriver, pour remplacer le pétrole, à utiliser plusieurs sources d'énergie renouvelable. On peut penser bien sûr à l'hydroélectricité, à l'électricité éolienne ou solaire, mais on peut aussi penser à la biomasse forestière régionale. On peut penser à d'autres sources d'énergie renouvelable qu'on peut avoir. Donc, il va y avoir plusieurs façons de remplacer le pétrole par d'autres choses. Okay? Et aussi, si on consomme moins d'énergie, si on fait des boucles de l'économie circulaire et de l'achat local et qu'on produit plus de nourriture, comme l'objectif de Fabre-Région nous amène à viser, eh bien, on va engendrer moins de transport, donc moins de besoins, moins de consommation de pétrole. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'enligne au Bas-Saint-Laurent. Le Conseil de l'environnement travaille à certaines de ces actions-là, mais on ne fera pas tout. Donc, le plan d'action, c'est pour ça qu'il regroupe en fait beaucoup de choses que plein d'acteurs, plein d'autres organismes au Bas-Saint-Laurent font et des actions aussi où il reste de la place pour du travail. Donc, s'il y en a parmi vous qui dirigent ou qui travaillent dans des organisations et qui peuvent faire une action qui va dans le sens du plan d'action par notre propre énergie, qui réduisent notre dépendance au pétrole, bien, ça va être beaucoup là-dessus qu'il va falloir travailler parce que si on veut atteindre notre 50 % de ce qu'on consomme comme énergie qu'on produit, bien, il va falloir utiliser des sources d'énergie qu'on produit, donc de l'électricité, de la biomasse et du biogaz par exemple. Et puis, donc, on avait 5 minutes. Il me restait encore du temps, Martial, oui. Dis-moi. Oui, il me reste encore du temps. Vas-y. Bon. Et puis,
Une autre chose que tu m'avais demandé dont on devait parler, c'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qui nous freine pour atteindre cette autonomie énergétique-là? Que les solutions existent. Les solutions existent. On les connaît, on les a documentées. Je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a une sorte de facilité. C'est l'habitude. On est habitué d'aller à la station d'essence, de tourner la clé dans l'auto. On est habitué de pitonner sur nos téléphones intelligents, puis que ce qu'on veut, peu importe où sur la planète, il arrive 3 jours plus tard chez nous. Donc, il faut voir qu'il y a une certaine facilité là-dedans, puis que les énergies fossiles ont permis de créer la société qu'on connaît. Et donc, ces changements-là ne seront pas faciles nécessairement à porter. Mais parce qu'il faut changer les systèmes, il faut changer la façon dont on va se déplacer, il faut changer la façon dont on va transporter les marchandises. De façon, on va moins transporter les marchandises, comment on va chauffer, comment on va aménager notre territoire. Et ça, c'est quand même des chantiers qui sont importants, qui demandent beaucoup de courage, puis beaucoup de personnes différentes avec différentes expertises qui se mettent ensemble. Puis il faut que les gens soient en mode solution. Je pense aussi qu'on se bat contre certaines perceptions, des freins au changement. Il y a des gens qui peuvent être réticents à ces changements-là. Puis je pense qu'il faut continuer à faire de l'éducation, de l'information. Parce que dans le fond, ce que moi je dis souvent, c'est qu'en fait, on veut changer notre façon de consommer de l'énergie, mais on veut surtout changer des comportements. Il va falloir être capable d'avoir un dialogue puis de parler avec les gens pour qu'ils comprennent que ce changement-là de comportement, il est souhaitable pour un paquet de raisons et qui va être bénéfique pour l'ensemble. Parce qu'il y a des gens qui, peut-être, ont peur de perdre leur emploi, ont peur de perdre certaines facilités dans leur vie. Donc, ce changement-là de comportement, il n'est pas aisé, il n'est pas nécessairement attirant pour tout le monde. Il va falloir faire en sorte que ça devienne un changement souhaitable pour que, autant au niveau de l'énergie qu'au niveau du produit manufacturé ou alimentaire, on puisse arriver à faire ces changements-là, puis qu'on arrive finalement à, être capable d'utiliser l'énergie qu'on produit. Donc, oui, faire du transport collectif, oui, faire de l'électrification du transport individuel parce qu'on ne pourra pas mettre dans le collectif. Oui, toutes ces solutions-là qu'on connaît. Oui, faire du chauffage à la biomasse. Oui, réduire notre consommation. Oui, acheter localement plutôt qu'il vient partout sur la planète. Donc, toutes ces choses-là, mais c'est des changements de comportement. Moi, je pense que c'est tout à fait réaliste. Surtout en énergie, en fait, on a la moitié du chemin de fait si on regarde à l'échelle du Québec. Donc, au niveau du Bas-Saint-Laurent, on va raffiner le portrait. Et moi, je pense que d'ici 2054, c'est possible, puis peut-être même qu'on dépassera l'objectif. Voilà. Merci beaucoup, Patrick, pour ton intervention, pour avoir mis des mots derrière ce terme autonomie énergétique. Donc, encore une fois, il y a des choses qui se font et il y a juste peut-être une modification de nos mentalités, mais aussi une connaissance meilleure de où est-ce qu'on en est au niveau de l'autonomie énergétique de notre région. Et donc, il y a le troisième pilier qu'on voulait aborder ce soir, l'autonomie en produits manufacturiers. Donc, on peut penser qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses derrière produits manufacturiers et pour ça, on a Émilie Dupont, qui est aussi membre du comité de pilotage par la région. Et donc, Émilie, tu es coordinatrice de la démarche d'économie circulaire du Kamouraska à la SADC Kamouraska. Donc, vous pouvez voir qu'on est un petit peu, il y a beaucoup de MRC qui sont représentés. Émilie, parle-nous de cette autonomie en produits manufacturiers. Oui, Martial, et bonjour tout le monde. Je suis contente que tu m'aies pas posé la question du pourcentage, où on en était. On termine par celui-là et c'est pas, je dirais, le plus facile à aborder dans le sens que par rapport à l'aspect du portrait dont Steve a parlé, qu'est-ce qu'on produit réellement au Bas-Saint-Laurent et quelle est la part qu'on en consomme régionalement, mais on se rend compte que c'est des données qu'on a peu. C'est pas facile d'avoir ces données-là. On travaille là-dessus, on va réussir, mais on s'est rendu compte que même en travaillant avec des directions régionales de ministères ou des éléments comme ça, on connaît les secteurs où on fabrique des choses au Bas-Saint-Laurent, mais qu'est-ce qu'on fabrique en détail et en quelle quantité? Alors ça, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué pour l'instant.
il y a une autre notion aussi qui est importante, c'est la notion de capacité productive. Et c'est un peu aussi ce côté qualitatif qu'on va aller chercher avec notre portrait. Et l'exemple que je vais vous donner pour illustrer ça, c'est pendant le premier confinement, on se rappelle tous de toutes sortes de choses par rapport à ça, mais un des éléments, c'était la course au désinfectant. Et qui s'est mis à produire du désinfectant? Eh bien, nos microdistilleries. Et pourtant, ce n'est pas leur vocation, mais elles ont l'appareil productif qui peut aussi faire ça. Alors, ce sont des exemples juste pour la notion d'appareil productif. Maintenant, on a quand même beaucoup de choses au Bas-Saint-Laurent. Qu'on pense par exemple à la deuxième ou la troisième transformation du bois. Évidemment, ça s'intègre dans le secteur de la construction. On a d'ailleurs un créneau éco-construction. La transformation du meuble et des produits connexes est bien présente aussi. La transformation agroalimentaire, on en a parlé tantôt dans l'autonomie alimentaire, mais toute chose étant toujours d'un point de vue statistique et de données particuliers, tout ce qui touche la transformation alimentaire, ça rentre dans le secteur manufacturier. Donc, on peut penser à nos micro-brasseries, micro-distilleries, transformation de la viande. Les produits de soins corporels, on en a un peu au Bas-Saint-Laurent, produits ménagers, tourbes et substrats de culture, fabrication de papier et carton. Alors, c'est quelques exemples de choses qu'on produit au Bas-Saint-Laurent. Maintenant, comment on va aborder l'angle qui est mis de l'avant pour un peu travailler sur l'autonomie de ce secteur-là? Évidemment, Patrick l'a dit juste avant, il faut qu'on produise différemment, il faut qu'on distribue différemment. Alors ça va entre autres faire appel beaucoup à l'économie circulaire. On doit concevoir nos produits différemment, qu'ils soient réparables, démontables. On va parler d'éco-conception. On doit aussi beaucoup augmenter leur durée de vie, que ce soit les produits ou les composants. Entretien, réparation, don, revente, ces éléments-là. Et puis aussi les nouveaux modèles d'affaires basés sur la vente d'une performance d'usage plutôt que la vente d'un produit. Ça se fait quand même déjà à plusieurs endroits. Plutôt que vendre des ampoules, je vends une performance de lumière, donc des luxes. Évidemment que je vais avoir avantage à développer la durabilité de mes produits. Alors, c'est des nouveaux modèles d'affaires aussi sur lesquels on va pouvoir s'affairer. Il y a aussi tout ce qui touche l'idée d'utiliser les produits fréquemment. Et ça va être important. Une perceuse, on aurait pu rajouter un Fab Quiz là-dessus. Une perceuse, la durée moyenne d'utilisation dans la vie de la perceuse et non pas par année, c'est 12 minutes. Alors, vous comprendrez qu'on mobilise de la matière pour fabriquer ce genre d'équipement-là, on la déplace à travers la planète et pourtant, l'utilisation, elle est faible. Ce que je veux illustrer avec ça, c'est peut-être d'essayer de partager davantage, collaborer. Donc, on peut penser... oui, je vois dans le chat que c'est intime une perceuse et que ça ne se partage pas. Je l'ai déjà entendu, celle-là. Vous pouvez choisir d'autres équipements, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait partager via les bibliothèques d'outils, par exemple. Et puis, sinon, toute l'idée de donner une nouvelle vie aux ressources, c'est ce qu'on fait beaucoup avec Synergie Bas-Saint-Laurent, les symbioses industrielles, où les déchets des uns deviennent la matière première des autres, et puis les éléments qu'on connaît bien, recyclage, compostage, valorisation. Évidemment, tout ça, ça nous amène aussi à un autre point, c'est on le sait assez facilement que des éléments comme des secteurs comme l'automobile, le textile, les produits, les appareils électroniques, c'est des choses qu'on produit peu au Bas-Saint-Laurent, mais encore là, en faisant appel à des stratégies où on augmente, déjà on réduit l'utilisation, on les partage et on les répare. Et ça aussi, c'est un chantier, la réparation. Hein. On est en train de perdre l'expertise de la réparation. Alors, c'est aussi à mettre dans l'équation. Et puis le dernier point, c'est aussi la sobriété. C'est un enjeu de sobriété dans le sens que quand on parle de pourcentage et de corrélation entre la production et la consommation, assurément qu'on peut jouer sur les deux variables. Alors, voilà pour ce secteur-là. Merci beaucoup, Émilie, pour nous avoir éclairé concernant cette autonomie en produits manufacturiers. Donc, merci à vous trois, membres du comité de pilotage. Il y a plein d'autres personnes aussi du membre de comité de pilotage qui sont présents ce soir avec nous. Donc, je vois aussi que le chat, le clavardage s'active sur le Zoom et sur le Facebook Live aussi.
Donc, si vous avez des questions, allez-y par rapport à cette partie sur ces 3 piliers, allez-y, on va les prendre et puis des personnes vont se charger d'y répondre. Et donc, après une année de projet Fab-Région, on a aussi il y a eu toute une maturation pour se dire mais qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains mois? Donc, il y a pas mal de choses à réaliser, mais on voulait tout de même vous partager des perspectives donc, pour l'année 2021 qui est déjà entamée. Hein. Et donc, Steve, par rapport à ces perspectives, c'est quoi les gros chantiers? Un gros chantier, c'est ce fameux autoportrait dont on parle beaucoup, puis sur lequel on a déjà commencé à travailler, mais qui reste encore beaucoup de travail à faire. On parle d'un autoportrait parce qu'encore une fois, le but, c'est pas qu'on le fasse tout seul. On va avoir besoin de tout le monde pour récupérer les données, puis pour avoir cette vision globale. Mais en gros, on l'a découpé en 3 morceaux, cet autoportrait. Le premier morceau, c'est celui des données avec lesquelles on va pouvoir se dire c'est quoi notre niveau d'autonomie actuel dans chacun des secteurs. On a déjà vu quelques chiffres, les experts nous en ont donné quelques-uns. On veut vraiment avoir le portrait global, chacun des secteurs, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui. Le deuxième bout, une fois qu'on a ça, le deuxième bout, c'est de voir c'est quoi les filières qui sont stratégiques aujourd'hui. C'est quoi les filières qui répondent à nos besoins essentiels et sur lesquels on a vraiment une emprise, sur lesquels on a une marge de manœuvre, sur lesquels on va pouvoir réellement travailler. Donc, on va aller voir comment s'organiser ces filières stratégiques. Et le troisième bout, c'est les acteurs, les actrices et les projets qui existent déjà. Donc, vraiment faire cette espèce de grande cartographie. On a entendu déjà plein de choses qui se passent, on a vu dans les trois secteurs. On veut vraiment avoir ce portrait global de qui sont les forces vives aujourd'hui. Puis tout ça, on essaie de créer un fil rouge pour intégrer tous ces éléments qu'on va pouvoir rassembler avec la finalité de répondre à 3 questions essentielles. Et en gros, ces 3 questions, c'est quoi les causes aujourd'hui qui fait qu'on n'est pas plus autonome? Qu'est-ce qui empêche d'aller vers plus d'autonomie? Je pense que c'est important de comprendre ça avant de pouvoir passer à généraliser les solutions. Le deuxième élément, c'est quelles sont les solutions qui existent déjà? On veut les répertorier, on veut les connaître, savoir celles qui ont déjà été éprouvées. Et surtout, au bout du bout, à mon avis, vraiment, ce qui est important, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on sait qu'il y a des solutions qui existent déjà puis qui ont fait leurs preuves et qu'elles ne sont pas plus généralisées? C'est quoi les freins qui nous empêchent de généraliser ces solutions puis de les mettre à l'échelle? Donc, au bout, c'est probablement à cette question-là qu'on va vouloir répondre à la fin avec ce portrait qu'on va faire avec tout le monde, évidemment, et notamment dans la tournée dont on va parler dès maintenant, je pense. Tout de suite, oui. Puisque c'est un projet qui se veut de plus en plus porté par les citoyens, donc porté par vous. Et donc, on voulait aussi vous annoncer qu'en 2021, il va y avoir une tournée des MRC à l'automne, donc 2021, en sachant que donc, vous allez me voir parcourir les MRC avec tout le reste de l'équipe Fab-Région, en sachant que l'intention, c'est à la fois de vous informer qu'est-ce qui s'est passé depuis cette première rencontre publique, au niveau du projet Fab-Région, où est-ce qu'on en est aussi au niveau du portrait, quel est le portrait de l'autonomie, parce qu'on aura des chiffres à vous transmettre, un premier état des lieux de l'autonomie. Et l'autre chose, c'est de continuer aussi à vous mobiliser sur le territoire pour initier des projets Fab-Région, pour vous rassembler autour de Fab-Région. Et ce serait donc à l'automne 2021, chaque semaine, une MRC aura le Fab-Région au sein de la MRC. Et ce sera pour toutes les personnes qui sont intéressées par le projet. Et on en profitera aussi pour vous transmettre qu'est-ce qu'il y a éventuellement comme solution qui existe à la fois au Bas-Saint-Laurent, au Québec ou à travers le monde. Vous inspirer, ce sera aussi l'objectif. Et de recueillir aussi c'est quoi vos besoins, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on va répondre à vos besoins, puisque c'est un projet qui se veut de plus en plus porté par vous. C'est un projet qui est porté par vous. Donc voilà un petit peu, vous avez l'autoportrait qui va être réalisé et la tournée des MRC qui aura lieu à l'automne 2021, en sachant que vous pouvez déjà participer à l'autonomie régionale et on vous a ciblé comme 4 possibilités pour participer à l'autonomie régionale. La première chose, c'est qu'il y a un groupe Facebook
qui a été créé, qui s'appelle Fab-Région Bas-Saint-Laurent. Et donc, l'objectif, c'est justement que vous alliez, que vous partagiez cette page Facebook, que vous vous inscriviez sur cette page Facebook pour être mis au courant des avancées du projet et pour aussi partager peut-être vos initiatives Fab-Région que vous avez. Pour les personnes qui n'ont pas Facebook, on va vous mettre en lien dans le clavardage à la fois du Zoom et du Facebook un lien vers un formulaire. Vous pourrez le remplir, indiquer votre adresse courriel et vous serez mis au courant du développement de ce projet Fab-Région. L'autre chose que vous pouvez faire, deuxième chose, c'est de parler d'autonomie autour de vous. L'objectif, c'est un petit peu, j'utiliserai le mot contaminer. Oui, c'est un petit peu de contaminer les personnes, de parler de cette autonomie régionale qui est, je pense, assez nécessaire, d'autant plus que cette année 2020 nous a montré que ça pouvait être assez pertinent de se diriger là-dessus. La troisième chose, c'est on se retrouve à l'automne 2021, j'ai envie de dire, pour vous voir et pour que vous participiez donc activement à la tournée des MRC. Et la quatrième chose, vous en avez parlé toute la soirée, c'est un projet de recherche, mais c'est aussi un projet collectif et c'est vos projets qui vont faire, c'est vos projets d'autonomie qui vont faire la Fab-Région. Donc, n'hésitez pas à lancer des projets collectifs qui favorisent l'autonomie. Vous en avez sûrement déjà en cours, vous en avez sûrement déjà en tête. Donc, je peux penser aux communautés nourricières qui peuvent exister, qui participent à l'autonomie alimentaire, mais il y en a plein d'autres à tous les niveaux. Donc, et n'hésitez pas, surtout, à transmettre, à réaliser ces projets et à les transmettre à la communauté, au groupe Facebook Fab-Région, puisque l'idée, c'est justement de mobiliser le monde et d'avoir un aperçu de toutes les initiatives qui existent sur le territoire. Voilà un petit peu comment est-ce que vous pouvez vous mobiliser. Et on arrive au dernier tiers de cette rencontre. Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions, de choses qui ont pu apparaître dans le clavardage du Zoom et sûrement dans le clavardage du Facebook. On va se donner du temps pour justement répondre à vos questionnements. Pour ça, on est quand même 90 sur le Zoom. Je vais donner quelques règles. L'objectif, c'est que vous vous exprimiez de vive voix si vous le souhaitez ou via le clavardage du Zoom et du Facebook, forcément. Et donc, l'objectif, c'est que vous vous présentiez en quelques mots, vraiment très, très succinctement, et ensuite vous partagez vos questionnements, vos préoccupations ou toute autre chose en lien avec le projet Fab-Région. Donc, quelles sont vos questions? Est-ce qu'on n'a peut-être pas été suffisamment clair? L'objectif, c'est de répondre à tout ça et de clarifier le tout. Et donc, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient s'exprimer en sachant qu'il y a une option lever la main sur le Zoom? Je vous invite à l'utiliser pour avoir une gestion plus efficace des tours de parole. Sinon, Véronique, tu pourras me pitcher des questions qui arrivent dans le clavardage. La parole est à vous. Nous avons 20 minutes ensemble pour répondre à l'entièreté de vos questions. Il y a une main levée. J'ai Marc Fraser. Marc, nous t'écoutons. Oui, bonsoir tout le monde. Marc Fraser, je suis sur le comité de pilotage, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des questions qui surgissent pendant la présentation. Donc, je voyais qu'on est capable de tracer un portrait de l'autonomie au niveau des fruits et légumes. On a postulé ça, mais on n'est pas capable d'avoir la production qui n'est pas répertoriée par les ministères. Est-ce qu'on a des stratégies ou est-ce qu'on pense que cette production-là autonome pourrait jouer suffisamment dans les chiffres pour qu'elle soit tenue en compte dans l'élaboration du portrait de l'autonomie? Je lance ça à tout le monde. Là. Merci, Marc. Est-ce que un membre du comité de pilotage souhaiterait répondre? Ou Steve, est-ce que tu veux répondre? Peut-être juste un premier élément de réponse. Je pense que la difficulté, c'est d'avoir des données à l'échelle des régions.
Souvent, les grands organismes, les données sont collectées par les différents ministères, que ce soit le ministère de l'Agriculture, mais c'est un de ceux qui a plus de données régionales, mais les ministères au niveau de l'énergie, au niveau même l'Institut de la statistique du Québec collecte beaucoup de données à l'échelle provinciale, puis très peu sont régionalisées. Donc, c'est difficile d'avoir un chiffre, même pour des données qu'on collecte puis qu'on a, même Statistique Canada, à l'échelle du Bas-Saint-Laurent. Souvent, nous, ce qu'on a dû faire au niveau du portrait énergétique, ça a été de faire des inférences, de faire un calcul, des règles de 3 pour dire, OK, au Bas-Saint-Laurent, ça sera proportionnellement tel chiffre. Donc, c'est beaucoup ça qui nous bloque et qui rend l'élaboration du portrait difficile. Notre personne souhaiterait répondre à cette question? Est-ce qu'on pourrait songer à faire des échantillonnages dans des milieux, puis essayer de bâtir notre propre théorie là-dessus? Je parle en production bioalimentaire. Il y a des secteurs où les lieux de production sont mieux connus, alors que ça, la production autonome est assez largement répandue, je crois. Donc, il faudrait peut-être théoriser un modèle pour identifier la partie qui existe vraiment à ce niveau-là. Exactement. Très bonne idée que les personnes donc, du comité qui font la recherche de ces données puissent se pencher là-dessus pour voir un petit peu est-ce que ça fait jouer grandement ou pas la balance de ce pourcentage. Merci Marc pour... Je fais juste une petite précision là-dessus pour dire qu'effectivement, je pense que plus on va chercher de la donnée et de la donnée fine, plus c'est intéressant. L'idée quand même, c'est de se dire qu'on veut un portrait pour avoir au moins des grandes balises. Puis plus on va pouvoir aller dans le détail et mieux c'est. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas se perdre dans trop de détails puis monter des méthodologies trop complexes qu'on ne sera pas capable de reproduire. Donc je pense qu'il y a tout cet enjeu de trouver le bon calibrage pour avoir quelque chose qui fait du sens, mais qui est facile à produire et à reproduire dans le temps, pour que ça nous donne un outil de suivi aussi de notre progression d'autonomie. Merci, Steve. Il y avait Anne-Christine qui avait la main levée, qui a redescendu sa main, puis Guillaume Bazir ensuite. Je vais prendre Guillaume Bazir et puis Anne-Christine, si vous souhaitez intervenir, levez la main. Ah, elle. Je vais prendre Guillaume Bazir, puis ensuite Anne-Christine. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. J'ai plusieurs questionnements, c'est sûr. Merci pour cette bonne présentation. En théorie, ce projet a l'air assez exceptionnel. En pratique, on va bien voir. Le premier questionnement, c'est sur l'objectif principal de Fab Région, c'est d'atteindre une certaine autonomie. Si j'ai bien compris, c'est 50% sur les trois sphères. Et aussi 50% de carboneutralité. Si on lit le GIEC, il faut d'ici 2050 atteindre le 100% de carboneutralité. Donc, ça me fait une question. Et sinon, au niveau des projets, est-ce qu'il va y avoir du financement pour les projets qui vont être mis en place? C'est-à-dire que si les citoyens veulent mettre des choses en place, organismes, etc., est-ce que le Fab Région va faire une sorte de canal pour donner des financements pour ces projets? Moi, j'ai une bibliothèque d'outils que je voudrais faire dans ma municipalité et aussi un atelier partagé, un atelier de bois, métal, etc. Et c'est ça, questionnement comme ça. Merci. Merci Guillaume. Donc, par rapport au premier point, le lien entre la carboneutralité puis les 50% d'autonomie au niveau des trois secteurs. Cher membre du comité, Myriam m'a fatigué, je pense. Quelle réponse est-ce que vous pouvez apporter, cher membre du comité de pilotage? Il ne me semble pas qu'on avait mis la carboneutralité, Steve, dans les objectifs. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'atteindre 50% de produire 50% de ce qu'on consomme, donc l'autonomie productive d'ici 2054. Maintenant, la carboneutralité, on sait très bien qu'on va devoir l'atteindre. C'est d'autres objectifs. Ce n'est pas l'objectif de Fab Région. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas la viser, puis ça ne veut pas dire que Fab Région ne va pas contribuer à l'atteindre. Mais ce n'est pas l'objectif nécessairement de Fab Région. On n'a pas statué sur un objectif de 50 ou autre par rapport à la carboneutralité.
Guillaume, tu as la réponse à ta première question. Et la deuxième question, est-ce que Fab Région est un projet qui permet de donner accès à du financement pour les citoyens qui ont des projets d'autonomie? Je peux peut-être y aller sur celle-là. En soi, Fab Région, tel que c'est aujourd'hui, c'est un projet de recherche appliquée, donc ça ne donne pas de financement pour des projets, ça donne du financement pour penser la recherche. Donc pour l'instant, la réponse ce serait non. Après, il n'y a rien qui empêche à terme dans l'évolution de se structurer puis de s'organiser pour qu'il y ait des fonds qui soient dédiés à ça. Mais pour l'instant, Fab Région a pas en tant que projet de recherche, n'a pas d'argent qui va directement dans les projets. J'ajouterais peut-être qu'il n'y a rien qui empêche effectivement d'avoir une meilleure compréhension des programmes qui pourraient appuyer ça au sein du comité de pilotage et d'être à cet égard-là aussi une bibliothèque, alors pas d'outils, mais une bibliothèque de référence pour les diverses sources de financement, mais ce n'est pas le Fab Région là, qui aurait le mandat d'aller chercher ce financement-là qui serait exécuté par autrui, mais bien un facilitateur de projet et de référencement là, aux bonnes ressources qui pourraient appuyer ce type de projet-là. Pour l'instant, c'est le canevas dans lequel on travaille. Et Guillaume, dans tous les cas, les projets que tu as qui favorisent l'autonomie aux différents niveaux, eh bien, n'hésite pas à en parler sur la page le groupe Facebook Fab Région Bas-Saint-Laurent ou via le formulaire qui a été transmis, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont intéressées pour peut-être t'aider ou pour te fournir peut-être d'autres contacts qui permettront de réaliser tout ça. En tout cas, je te le souhaite. Est-ce que ça répond à tes questions, Guillaume? Oui, très bien. Merci beaucoup pour toutes les réponses. Merci, Guillaume. Je vais donner la parole à Anne-Christine. Juste avant, si je peux, quand on vous posait la question, c'est possible de redescendre votre main pour faciliter aussi la prise de parole, m'assurer que Guillaume, par exemple, tu n'as pas d'autres questions, de redescendre la main. Merci. Anne-Christine. Alors, on ne t'entend pas. Es-tu avec nous? Donc, si Anne-Christine n'est pas là, je vais donner la parole. Dans le chat. Ah, d'accord. Donc, je vais le lire. Donc, je me demandais, comme on parle beaucoup d'autonomie au niveau de la production, s'il y avait quelque chose au niveau de l'autonomie dans l'accès aux produits pour s'assurer que toute la population bénéficie de l'autonomie régionale et pas que les productrices ou les producteurs. J'ai envie de sauter sur la question. En fait, juste l'Alliance pour la solidarité et la table intersectorielle régionale en saine habitude de vie, Cosmos, sont dans l'enlignement de l'accès économique et physique à l'alimentation pour l'ensemble de la population. L'Alliance accorde une importance à l'accès pour la population vulnérable. Donc, oui, il y a des actions, il y a des plans d'action qui sont en cours de réalisation pour favoriser et non de créer le clivage au niveau de l'accessibilité à l'alimentation, au niveau de l'achat local. Merci, Mylène. Est-ce que des personnes veulent aller dans ce sens, préciser? Est-ce qu'il y a des initiatives dans d'autres secteurs que l'alimentation? Donc, je reprends. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives dans d'autres secteurs que l'alimentation? Si j'ai bien entendu la suite de la question. Moi, je peux peut-être élaborer une petite réponse là-dessus. C'est sûr que c'est un enjeu. Puis l'exemple qu'on donne, c'est par exemple les 2x4 qui sont produits à peu près dans toutes les cours à bois du Bas-Saint-Laurent sont très souvent, elles partent pour aller à Montréal dans des entrepôts, puis après ça, elles repartent dans la distribution provinciale ou à l'extérieur. Alors, il y a des nœuds là, mais avec le portrait, on va aussi voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Voilà les réponses que nous pouvons apporter à Anne-Christine, si je ne me trompe pas. Mon écran bouge. Véronique. Il y avait 2 mains de levée qui se sont descendues, mais il reste encore Patricia Posadas.
Je m'excuse si j'ai débaptisé, si je vous ai débaptisé. Non, non, vous avez bien prononcé. Patricia, nous t'écoutons. Oui, merci et merci pour la présentation très éclairante. Dans la présentation, à plusieurs moments, le mot sobriété est arrivé et je suis totalement d'accord avec le concept, mais je me demandais si c'était une manière soft de nommer la décroissance nécessaire pour arriver à... Parce que si on veut arriver à une production locale qui soit satisfaisante, il va falloir aussi réduire notre demande, donc aller vers une décroissance. C'est donc le sens de ma question. Est-ce que sobriété est une manière de nommer la décroissance sans la nommer? Patricia. Bonjour, Patricia. Marc. Bonjour. Ben oui. Ben oui. Le mot décroissance fait peur. On est dans le Bas-Saint-Laurent a le revenu moyen le deuxième plus bas au Québec, là, juste après la Mauricie. On a 5 MRC qui sont parmi le 5e le plus dévitalisé. Et ça devient difficile de parler de décroissance à des gens qui ne se sentent pas encore à un niveau égalitaire. Donc, oui, c'est un euphémisme. On ne se le cachera pas. Et il faut aller chercher de l'adhésion. Il faut aller chercher une façon de faire cheminer les gens quand même et d'expliquer que la croissance, en fait, c'est ça, c'est pas équitable de dire que parmi les moins favorisés, il faudra, on met en place un projet qui demande de faire des efforts supplémentaires ou d'avoir des stratégies qui sont différentes et qu'on ne demandera pas, et que c'est un effort qui est régional et qui n'est pas national, et qu'on ne demandera pas ce même effort-là de façon équitable partout ailleurs. Il faut travailler là-dessus, il faut travailler sur le concept que ça va tous nous faire du bien. Patrick l'a évoqué dans d'excellents mots lors d'une rencontre où il disait c'est nécessaire et ça va nous bénéficier à tout le monde et ça en inquiète plusieurs et c'est normal. On reconnaît cette inquiétude-là et il va falloir prendre soin de cette inquiétude-là. Donc, c'est un euphémisme, mais on est capable de lire entre les lignes. D'accord, merci. Merci Marc. Émilie, tu veux apporter une réponse? Oui, ben, c'était juste pour faire du pouce sur ce que disait Marc, c'est ça l'idée. Puis, comme disait Patrick, c'est que les inquiétudes sont légitimes. La peur de perdre quelque chose est légitime. Si on ne l'entend pas, on risque une polarisation qui fera que ça ne sera pas mobilisateur. Alors, on est conscient de ça. Mais c'est ça, il faut que ce soit mobilisateur pour tous. Merci, Émilie. La réduction de la consommation, en général, les consommations énergétiques restent aussi une façon aussi d'atteindre nos objectifs. On peut, oui, chercher à produire du renouvelable ou produire, mais si on consomme moins, en général, dans les 3 piliers, bon, peut-être pas en bouffe parce qu'on veut continuer à bien manger, là, mais si on consomme moins, mettons, si on gaspille moins en nourriture, mais si on consomme moins, ça va nous aider aussi à atteindre nos objectifs. Donc, nécessairement, c'est une façon aussi, la sobriété, la décroissance, c'est une façon, un des moyens pour arriver à atteindre notre objectif. Mais il y a un réel enjeu aussi sur l'accessibilité de la ressource. La ressource produite ici, on parle du 2 par 4, là, on va parler d'une ressource ligneuse, on l'a disponible. Elle voyage, elle revient moins cher que quand je l'achète à l'artisan qui a sa scierie sur son lot à bois. Il y a quelque chose où on soutient des prix bas dans un système de centralisation de la ressource et de redistribution qui ne fait pas de sens. Alors, si on est capable de calculer tous les coûts qui sont associés, le coût réel de cette ressource-là, ben, peut-être qu'on va payer des ressources à des prix abordables localement et que ça ne sera pas de la décroissance. En fait, ça va être de l'argent dans les poches de tout le monde. Merci pour vos réponses à Patricia.
et qui éclaire aussi beaucoup d'autres personnes, j'en suis sûr. Je vais prendre encore, je suis gardien du temps, donc il est 20h23 à peu près. Je vais prendre encore deux questions. Ne vous inquiétez pas, j'aurai quelque chose à vous dire par rapport à tout le reste des questionnements que vous pouvez avoir. Mais Véronique, est-ce que il y aurait une question dans le clavardage éventuellement qu'on pourrait prendre? Il y a eu plein de choses au courant de la soirée, notamment des propositions de lecture pour ouvrir la réflexion, pour penser l'autonomie régionale, justement dans une perspective de solidarité internationale, de revoir notre dépendance au pétrole, peut-être avec une lunette sur la dépendance au transport. Et à cela, il y a eu plein de réactions justement à se dire comment est-ce qu'on peut réduire nos déplacements? C'est intéressant, le covoiturage, revaloriser le voisinage par des partages de services, le transport actif. Sinon, la question, moi, qui m'est restée, parce que pas mal toutes les questions qui ont été posées dans le chat ont été répondues. Sinon, peut-être qu'au départ, en fait, il y avait une question sur les échelles. Est-ce que l'idée, c'est de faire donc un projet de ville, faire de la ville, du territoire une ville? Est-ce que de faire attention finalement que Fab Région ne doit pas être juste une mise à l'échelle de Fab City? Il y avait comme un flou encore à ce niveau-là, au niveau des questionnements au départ, au début de la rencontre. Donc, est-ce que Fab Région, c'est une grosse Fab City? Cette question est prise. Steve, tu veux nous apporter je peux ouvrir le bal là-dessus. Je pense qu'il y a plein de monde qui a des choses à dire là-dessus. Mais moi, ma réponse serait définitivement non. Une Fab Région, ce n'est pas une grosse Fab City, dans le sens où il y a plein d'enjeux qui sont différents. Et la mise à l'échelle, c'est pas simplement transposer ce qu'on fait dans une ville à l'échelle d'une région, parce que la région, c'est plein de réalités différentes. Vous me direz une ville aussi à travers ses quartiers, mais je pense que là, il y a l'enjeu qu'on indiquait au tout début d'avoir des milieux ruraux puis des milieux urbains, par exemple, qui ne vont pas demander les mêmes solutions, qui ne vont pas avoir les mêmes enjeux. Je pense qu'il y a des enjeux d'imbrication des échelles politiques puis des échelles d'action aussi qui fait que ce n'est pas simplement une échelle qu'on agrandit, c'est plusieurs échelles qui doivent s'imbriquer puis s'articuler. Donc, rien que ça fait que non, il y a vraiment des enjeux particuliers à une Fab Région. Puis ça fait, je pense que c'est au cœur de notre projet de recherche aussi d'essayer de comprendre c'est quoi les enjeux spécifiques quand on passe d'une échelle à l'autre pour essayer de créer un modèle qui est vraiment Fab Région et qui n'est pas simplement Fab City mis à l'échelle. Je ne sais pas si tout le monde me suivra là-dedans dans le comité, mais ça fait partie des choses. Je vois des pouces en l'air. Peut-être que je peux me permettre, je suis d'accord avec Steve, comme quoi une Fab Région, c'est une Fab Région. Donc, une Fab City, c'est une ville qui veut travailler sur son autonomie, sur sa capacité à autoproduire. Et on sait que la proximité des gens apporte aussi son lot de difficultés. Nous, c'est de combler le territoire puis de s'assurer que l'ensemble de notre territoire est nourri, est capable de travailler aussi avec le transport collectif. Donc, nos préoccupations ne seront pas tout à fait au même endroit. Et pour moi, une région, présentement, c'est 20 000 km² à combler. Alors, c'est tout ce territoire-là qu'on peut tenir compte. Merci Rachel. Donc Rachel qui est membre aussi du comité de pilotage Fab Région. Véronique? Nous avions Nathan Bouffard qui avait une question aussi depuis un moment, mais elle ne coule pas. Et il y en aura une autre ensuite dans le chat. Je vais donner la parole à Nathan Bouffard. Salut! Moi, je m'appelle Nathan, je représente une coopérative qui s'appelle La Couverte, qui est une coopérative de solidarité à but non lucratif de construction. Ma question est la suivante. Est-ce que vous considérez à la fois les compagnies privées et à la fois les idées de coopératives ou les idées de but non lucratif, les organismes à but non lucratif, en fait, à l'intérieur de votre processus d'autonomisation, dans une idée d'inclusion puis dans une idée d'horizontalité? J'essaie de trouver c'est quoi la meilleure option à travers ça. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre idée par rapport à ça, mais j'essaie de participer à la réflexion. Merci Nathan. Des réponses à apporter à Nathan?
Ouais. On a Jacques. Moi, j'ai envie de dire qu'on n'est pas exclusif, on n'est pas. Le but était de travailler avec les initiatives qu'on retrouve sur le territoire. Donc, ceux qui produisent, ceux qui construisent, ceux qui font, ceux qui servent. L'objectif au travers de tout ça, c'est que la population, que les groupes trouvent leur place pour contribuer à l'atteinte de l'autonomie. Et peut-être même le dépasser. Je pense que dans les souhaits, il n'y a pas qu'arriver à 50 %, mais qu'on se félicite d'atteindre un peu plus de 50 %. Mais minimalement se rendre là, puis l'exercice semble bien loin, mais à partir du moment où on sait d'où on part, il est plus facile de savoir comment on se rend. Donc, Par voilà. rapport à ça, le comité de pilotage Fabre Région, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent. Il y a notamment Jacques Berruet de l'économie sociale Bas-Saint-Laurent. Est-ce que tu voulais apporter une réponse aussi à Nathan? Oui, simplement dire que l'économie sociale Bas-Saint-Laurent est présent sur le comité de pilotage. Puis évidemment, nous, on est là pour défendre l'économie sociale. L'économie sociale qui est déjà très présent dans différentes démarches d'autonomie. Donc, c'est évident pour nous que oui, les entreprises collectives, les coopératives de solidarité de producteurs, les organismes à but non lucratif font partie de ce processus-là. Ça, c'est très clair. Tant aussi longtemps qu'on va être là, vous ne m'en passerez pas une pour les sortir. Je sais que vous n'avez aucunement l'intention de les sortir de toute façon. Ce n'est pas à votre avantage. Merci, Jacques. Nathan, soit en toute sécurité. Merci Jacques, merci Rachel pour vos réponses à Nathan. J'espère que Nathan, tu as eu la réponse à ta question. Et le temps arrive à sa fin. Mais Véronique, tu as peut-être une dernière question? Oui, c'est ça. Il y en avait une qui était sortie, mais elle a été répondue dans le chat par Mélodie Mondor concernant les risques de doubler, en fait, de dédoubler les initiatives qui sont déjà en cours. Donc, essayer de faire du maillage au niveau alimentaire notamment. Donc, il y a un comité qui se forme pour travailler ça, pour éviter justement qu'on travaille en double. Mais il y a une question de Facebook. Donc, quelle place prend le volet réduction, consommation énergétique, produits manufacturiers, par exemple, dans la démarche ou dans les objectifs de Fabre Région et plus globalement même dans le mouvement Fab City? Y aller éventuellement là-dessus, c'est une très bonne question. Puis je pense qu'il faut le dire et le redire. C'est évident quand on commence à travailler sur les portraits de se dire que si l'autonomie, c'est atteindre un équilibre entre la production et la consommation, on ne pourra pas juste augmenter la production parce qu'on n'aura pas les ressources nécessaires pour faire ça. Donc, inévitablement, il y a un moment où on va devoir travailler en même temps sur augmenter nos productions de manière durable et réduire nos consommations à un point d'équilibre. Donc oui, définitivement, je pense que ça fait partie des objectifs inévitables. Dans le mouvement Fab City plus général, je ne saurais pas dire, je pense que c'est peut-être moins mis de l'avant dans le discours quand on va sur les sites internet et tout ça, mais quand on voit dans les réalités, je pense que c'est devenu incontournable de traiter de cette question de la réduction. J'ajouterais peut-être, Steph, que au niveau énergétique, nous, quand on a fait le plan par notre propre énergie, c'est clairement dit, la notion de négawatt, donc un mégawatt qui n'est jamais produit, sa valeur, la quantifier pour qu'on l'utilise. Toute la question de l'efficacité énergétique, on isole mieux les bâtiments, ça réduit les besoins de chauffage. Je dis souvent, une voiture à combustion interne, savez-vous que c'est à peu près efficace entre 20 à 30 %. Donc, il y a 20 à 30 % de l'énergie qui est dans le litre de pétrole qui est vraiment convertie en mouvement de la voiture. Le reste, c'est de la perte thermique. Donc, on a une société qui est très, très inefficace. Il y a beaucoup de pertes énergétiques un peu partout. Donc, devenir plus efficace, réduire notre consommation, c'est nécessairement une des clés. Pas juste au niveau énergétique, manufacturier aussi. Et voilà. Et pour aussi, si on réduit le gaspillage alimentaire aussi, ça va être une façon au niveau alimentaire d'atteindre nos objectifs. Merci Steve et Patrick d'avoir répondu à cette question qui a émergé du Facebook Live. Donc, sachez que le temps s'écoule. Sachez que toutes vos questions qui sont apparues dans le clavardage ou qui vont apparaître là dans quelques minutes dans le clavardage
vont être reprises par les personnes qui œuvrent au sein du projet Fab Région. Et on va faire en sorte d'y répondre, notamment sur le groupe Facebook Fab Région Bas-Saint-Laurent au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et donc, pour terminer cette rencontre, on avait comme un petit dernier Fab Quiz à vous poser, un petit quiz. C'est pour savoir, donc, après la première rencontre publique Fab Région pour laquelle vous assistez, qu'est-ce que vous avez le plus envie de faire? 1, vous partez un projet d'autonomie dès demain. 2, vous ne savez pas trop quoi faire, mais dans tous les cas, vous êtes prêt à aider. 3, vous êtes Fab Région et vous le criez sur tous les toits. 4, il y a des personnes qui sont peut-être en dehors du Bas-Saint-Laurent, là, oui, c'est même sûr, il y en a. Vous avez peut-être le goût de venir déménager au Bas-Saint-Laurent. Ou 5, cette rencontre vous a peut-être fait un petit peu peur et vous avez juste envie de changer de région. Donc, je vous invite à répondre via le Zoom ou dans le Facebook Live pour qu'on sache un petit peu quel est l'état de mobilisation ce soir. Donc, ça se remplit, Véronique. Oui, c'est sûr que là, on a moins de voteurs. On a perdu quelques joueurs en cours de route et de joueuses en cours de route. Donc, je vais attendre encore quelques petites secondes pour que tout le monde puisse voter. Il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de mouvement. Donc, je vous laisse encore 5 petites secondes. Alors, où est-ce que vous en êtes? Voilà. C'est parti, résultat? Et voilà, c'est assez partagé. On t'écoute, Véronique. Mais il y a donc des gens il y a quelques personnes qui sont prêtes à partir un projet d'autonomie dès demain. Une dizaine de personnes. Il y a 22 personnes qui ont répondu qu'ils ne savent pas trop quoi faire, mais qui sont prêtes à aider. Il y a 21 personnes qui sont très fières et qui vont se mettre à crier demain sur tous les toits. Et on a 3 personnes qui ont été convaincues qu'ils vont déménager au Bas-Saint-Laurent et 2 personnes qui vont changer de région. Dommage. Donc, on a quand même un positif. On a gagné une personne. Au final, on a un seul positif. C'est pas si mal. Merci Véronique. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette première rencontre publique. Je rappelle juste les différentes choses que vous pouvez réaliser dès demain pour participer à l'autonomie régionale. Il y a la page, le groupe Facebook Fab Région Bas-Saint-Laurent qui est disponible justement pour se rassembler autour de cette question d'autonomie régionale. Le fait de parler autour de vous de cette autonomie, la tournée des MRC qui va avoir lieu à l'automne, et n'hésitez pas à lancer vos projets collectifs et à communiquer le plus largement sur ces projets d'autonomie. Dans tous les cas, vous allez entendre parler de Fab Région Bas-Saint-Laurent dans les prochaines semaines, prochains mois. Restez à l'affût de ce qui va se passer. Et j'ai envie tout simplement de vous remercier vraiment pour votre participation à cette rencontre. On a atteint plus de 100 presque 90 personnes sur le Zoom, je ne sais pas combien sur le Facebook Live. Et la rencontre a été enregistrée, donc pour tous les absents, ils auront l'occasion de la regarder en différé s'ils le souhaitent. Et merci aux membres du comité de pilotage d'avoir été présents, comité de pilotage Fab Région aussi. Merci aux personnes qui ont organisé aussi cet événement. Et puis, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes prêts pour l'autonomie collective? Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve donc sur les réseaux sociaux pour parler de tout ça. Et Véronique, tu as une dernière chose peut-être à nous dire? Je vois juste qu'en fait, le chat s'active. Effectivement, là, on va couper le Zoom, mais vous pourrez continuer de partager tout ça puis de réfléchir et de penser ensemble dans le groupe Facebook. On vous invite donc à rejoindre cet espace-là pour pouvoir continuer vos réflexions et vos discussions. Voilà, en 1h30, on a fait le maximum et on se retrouve très bientôt, dans tous les cas. Merci tout le monde, à très bientôt.